Le procès de Julius Malema reporté en août 2015 après une audience éclair. Accusé d'avoir détourné de l'argent destiné aux routes de sa province natale, le jeune leader est rapidement ressorti ce mardi du tribunal de... En Côte d'Ivoire, des récoltes records sont annoncées dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou, dont le pays est respectivement premier et deuxième producteur sur le plan mondial. Les animaux sauvages menacés de disparition, ce constat est au cœur du rapport 2014 de l'ONG WWF. Le Kenya, pays africain convoité pour le safari, pourra également voir disparaître... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur SICA. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles en provenance des États-Unis, où la directrice du Secret Service chargée de la sécurité du président américain a reconnu ce mardi des failles inacceptables dans la sécurité de la Maison-Blanche. Elle a promis de réformer le service devant des parlementaires outrés par l'intrusion récente d'un homme dans la résidence du président Obama. Julia Pearson, qui dirige depuis mars 2013 le Secret Service chargé également de protéger la famille du président et les dignitaires étrangers, a reconnu que des plans de sécurité n'avaient pas été exécutés efficacement lors d'une audition à la Chambre des représentants. « J'assume toute ma responsabilité », a-t-elle lancé. « Ce qui s'est passé est inacceptable et cela ne se reproduira plus », a déclaré Julia Pearson. Rappelons que les faits remontent dans la soirée du 19 septembre dernier, où un ancien militaire âgé de 42 ans du nom de Omar Gonzalez a sauté par-dessus la grille nord de la Maison-Blanche, puis a parcouru plus de 20 mètres de pelouse. En possession d'un couteau pliable, il a réussi à entrer par la porte principale du rez-de-chaussée de la résidence, à faire tomber un agent posté derrière, puis à traverser 2 grandes salles avant d'être finalement plaqué au sol et arrêté dans le grand salon nommé East Room. Un autre sujet dans ce journal à présent, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a appelé ce mardi policiers et gendarmes à une vigilance absolue et à la coordination entre services face à la menace terroriste en France. Bernard Cazeneuve a, au cours d'une rencontre avec les forces de sécurité françaises, évoqué le contexte international de menaces multiples qui pèsent sur la France et a rappelé les mesures de renforcement de la sécurité décidées la semaine dernière par le gouvernement français. Il a également tracé les grandes lignes du projet antiterroriste adopté par l'Assemblée nationale et qui doit être examiné par la suite au Sénat. Je vous propose ici de suivre un extrait de son intervention. Aujourd'hui, nous sommes face à un terroriste en accès libre. Pour des raisons qui tiennent au progrès de la numérisation de la société, au rôle déterminant joué par Internet dans le recrutement de ceux qui sont susceptibles de perpétrer ces attentats et qui s'engagent sur le théâtre des opérations terroristes, notamment en Syrie et en Irak. Et face à cette menace d'un type nouveau, face à ce terrorisme inédit, nous devons là aussi mettre en œuvre des mesures exceptionnelles. Après les événements qui se sont produits, nous avons décidé de passer à un degré de vigilance supérieur en mettant en place des dispositions particulières pour ce qui concerne la surveillance et la vigilance dans les transports en commun, notamment les transports en commun souterrains, avec la mobilisation à Paris de près de 8500 personnels issus de la police, de la gendarmerie et de l'armée. 11e assise du tourisme du Maroc, c'est la ville de Rabat qui abrite l'événement qui a démarré ce lundi. Ces assises visent à faire le point des principales réalisations dans le secteur du tourisme durant les 4 dernières années. La question de l'insécurité dans le Maghreb suite à l'assassinat la semaine dernière de l'otage français Hervé Gourdel sera également à l'ordre du jour des discussions. Reportage. La 11e édition des assises du tourisme du Maroc s'est ouverte lundi à Rabat, en vue de faire le point sur l'état d'avancement de la stratégie de développement de ce secteur Vision 2020. Stratégie qui ambitionne de continuer à faire du secteur l'un des moteurs du développement économique, social et culturel du Maroc. Organisée par le ministère marocain du Tourisme et la Confédération nationale du tourisme, ces assises feront le point des principales réalisations du secteur
durant les 4 dernières années. La question de l'insécurité n'est pas à occulter par ces temps où s'accroissent les actes terroristes à travers le monde. Malgré la période difficile que nous traversons, nous sommes parfaitement conscients qu'on ne peut pas encourager le tourisme dans une telle situation. Mais nous sommes convaincus que l'investissement dans les infrastructures touristiques à court et à moyen terme est très important. Les ministres marocains et tunisiens du tourisme ont assuré que les conditions de sécurité étaient réunies dans leurs pays respectifs en réaction aux inquiétudes soulevées par le récent assassinat du Français Hervé Gourdel par un groupe djihadiste en Algérie. Un drame qui a conduit les autorités françaises à rapidement émettre un message de grande vigilance pour une quarantaine de pays, dont les pays du Maghreb. Nous assurons que le Maroc est un pays stable et sûr. Il n'y a aucun problème dans ce sens et je pense qu'il n'y a aucune menace contre le Maroc et contre les gens qui s'y trouvent. La Tunisie a souffert beaucoup plus en image qu'en réalité, au fait, parce que si vous voyez que depuis 3 ans, depuis la Révolution, aucun étranger, aucun touriste n'a été touché et que nous mettons tous en œuvre comme gouvernement pour que ça reste comme ça. Malheureusement, l'image en Europe, parfois, a été une image d'insécurité qui n'est pas vrai au fait sur le terrain. Mais bon, la perception, c'est la réalité des gens. Et donc notre travail, c'est de changer cette perception pour montrer que la réalité est différente. Les travaux de ces assises s'articulent autour de 2 panels portant sur l'émergence des territoires touristiques et le financement et l'investissement dans le secteur du tourisme. Avec près de 2 millions de visiteurs par an, la clientèle française constitue à ce titre le premier contingent au Maroc où le tourisme représente 10% du PIB. Restons dans le Maghreb. Pour la première fois depuis la révolution de décembre 2010 et janvier 2011, les Tunisiens sont convoqués aux urnes le 23 novembre prochain pour élire leur chef d'État. Mais avant ce scrutin présidentiel, les élections législatives se tiendront le 26 octobre prochain dans le pays. En prélude à ces échéances électorales, le président de l'instance supérieure indépendante des élections a donné ce mardi une conférence de presse pour proclamer les résultats de dépouillement des dossiers de candidature. Reportage. 27 candidats brigueront le 23 novembre prochain la magistrature suprême en Tunisie. Ainsi en a décidé l'instance supérieure indépendante des élections dont le président était ce mardi devant la presse internationale. En ce qui concerne les candidatures acceptées, sur 70 dossiers de candidature, 27 ont été acceptés après vérification. 27 qui ont respecté toutes les conditions. Parmi ces 27 candidats retenus figure le président sortant Monsef Marzouki, l'ancien premier ministre Bédi Caïd Essebsi et le président de l'Assemblée nationale constituante Moustapha Ben Jaffa. D'anciens ministres de Ben Ali comme Kamel Morgan et Mondé Zenaidi sont aussi en lice. La seule femme du lot, la voici, Kaltoum Kanou, une magistrate. La liste des candidats étant désormais connue, la balle est maintenant dans le camp de l'instance supérieure indépendante des élections chargée de l'organisation du scrutin. La responsabilité de l'instance, c'est quoi? Essayer de défendre l'impartialité des élections depuis le début, lutter contre la fraude électorale depuis le parrainage. Et sur ce point, nous avons déposé une plainte au procureur général, car nous avons reçu une plainte selon laquelle il existe un réseau de trafic de parrainage. En ce qui concerne les législatives du 26 octobre prochain, 1327 listes sont en lice, dont 1230 à l'intérieur du pays et 97 à l'étranger. En Afrique du Sud à présent, le procès pour corruption de Julius Malema a été reporté ce mardi de près d'une année à août 2015 après une audience éclair. Accusé d'avoir perçu des rétrocommissions sur un appel d'offres provincial truqué, Julius Malema est rapidement ressorti du tribunal de Polokwane pour haranguer plusieurs centaines de militants venus le soutenir. Reportage. Le parquet a justifié le report au 3 août 2015 par l'indisponibilité de certains avocats, sans autre forme d'explication. Nous sommes toujours là, grâce à votre soutien, a lancé Julius Malema à ses supporters le sourire triomphant. Les masses ne se trompent jamais, elles ne supportent pas l'injustice, a ajouté le tribun dissident et transfuge de l'ANC. We are still standing today
Nous sommes toujours debout aujourd'hui parce que vous nous soutenez et parce que vous avez été derrière nous. Et les masses n'ont jamais tort. Les masses ne soutiennent pas les mauvaises choses. Les masses voient à travers les conspirations. Les masses voient quand il y a persécution. Les masses voient quand il y a un agenda politique en place pour tenter d'affaiblir les leaders de la révolution. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux politiquement, ils disent que vous êtes un ennemi. Et donc, ils utilisent les pouvoirs d'État pour tenter de vous faire taire. Pour sa comparution, Malema avait laissé au placard cette tenue rouge et le béret de guerriero qu'il aborde depuis qu'il a fondé son propre parti et se fait appeler commandant en chef. Un mois après avoir violemment chahuté le chef de l'État Jacob Zuma au Parlement, le sommant de rendre l'argent public utilisé pour rénover son ranch, Malema devait être jugé jusqu'au 31 octobre et donner les informations sur le curieux circuit emprunté en 2009 par l'argent d'un appel d'offres du ministère provincial des Transports du Limpopo vers son holding familial Ratanang. Exclu de l'ANC en 2012 pour des raisons sans lien avec l'affaire, Julius Malema est parvenu à monter son propre parti, les combattants pour la liberté économique, et a percé aux législatives de mai dernier en dénonçant la pauvreté persistante de beaucoup de Sud-Africains 20 ans après la fin du régime raciste d'apartheid. Voilà, restons en Afrique du Sud pour vous annoncer le point de presse du ministre sud-africain de l'énergie consacré au nucléaire. Ce sera donc un point de presse qui sera fait après l'annonce surprise la semaine dernière d'un accord cadre de coopération avec la Russie. En République démocratique du Congo, précisons qu'il sera ouvert ce matin le procès d'une vingtaine de civils et militaires accusés de meurtre du colonel Mamadou Ndala, commandant d'une unité d'élite de l'armée congolaise, tué début janvier dans un attentat contre son convoi dans la province troublée du Nord Kivu, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Parlons à présent de la lutte contre le virus Ebola en Afrique. Alors que de nombreux enfants se retrouvent orphelins à cause de cette épidémie, des artistes et caricaturistes africains ont choisi les chansons et le dessin pour participer de façon originale aux efforts de sensibilisation, maillon essentiel de la lutte contre le virus. Reportage. Alors que la crise Ebola ravage le Libéria, le personnel de la Croix-Rouge continue d'évacuer les corps des victimes de l'épidémie à Monrovia. Pendant ce temps, de nombreux enfants ayant perdu au moins un de leurs deux parents à cause d'Ebola se retrouvent seuls au monde, rejetés par le reste de la famille en raison de la peur de la contamination. A signalé ce mardi l'UNICEF. Le communiqué de l'UNICEF fait état de ce qu'au moins 3700 enfants en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone ont perdu un ou deux de leurs parents décédés d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Et puisque qui veut la fin veut les moyens, des chansons et des dessins contre Ebola sont également utilisés comme armes en Côte d'Ivoire. Chansons entraînantes et caricatures saisissantes face à l'épidémie meurtrière d'Ebola. Des chanteurs et des dessinateurs africains participent de façon originale aux efforts de sensibilisation, maillon essentiel de la lutte contre le virus. Vous voyez que dans les dessins, on a mis en scène des scènes assez cocasses et simples, mais en même temps qui, quelque part, véhiculent un certain message. Voilà, parce que dire des choses de façon simple, c'est toujours mieux, hein, mais vous verrez qu'un dessin en lui-même comporte tous les aspects d'une question donnée. Voilà, on n'a pas besoin de tout expliquer. Quand le gars il lit, il rigole, mais en même temps il retient quelque chose. Avec mon dessin plein d'humour, le message de sensibilisation contre l'Ebola passe rapidement. Lavons-nous les mains avec du savon. Après avoir serré la main à toute personne, oui. Ne permettons pas à ce virus de nous atteindre, non. Aucun vaccin n'est disponible. Attention, 90% des malades meurent. Attention, c'est sérieux, mesdames et messieurs. Cédric Canavaro. Le virus Ebola perd les victimes. Le charismatique Exo. Préparez-vous. On va faire attention. Écoutez-moi. Et voilà.
Voilà, donc de la créativité dans la lutte contre l'Ebola. La lutte justement contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, désormais coordonnée par l'ONU, qui a promis une réponse énergique, s'intensifie sur le terrain, notamment au Libéria, pays le plus sévèrement touché par cette épidémie de fièvre hémorragique qui a fait plus de 3000 morts depuis le début de l'année dans la région et continue de se développer rapidement face à des systèmes de santé débordés. En Côte d'Ivoire, à présent, des récoltes records sont annoncées dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou. Une bonne nouvelle pour ce pays où le secteur agricole représente 22% du PIB, plus de 50% de recettes d'exportation et surtout les 2/3 des sources d'emploi et de revenus de la population. Reportage. Le secteur du cacao en plein essor en Côte d'Ivoire, confortant ici le pays dans sa position de premier producteur mondial. Au mois de juin, 1,57 million de tonnes de cacao ont été produites, ce qui surpasse de loin le record historique de 2010-2011 qui était de 1,51 million de tonnes. Des chiffres que la campagne de septembre promet de surclasser avec une prévision de 1,7 à 1,8 million de tonnes. Le satisfecit est le même dans le secteur de l'anacarde ou noix de cajou, dont la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur mondial. Les 550 000 tonnes récoltées cette année constituent un autre record qui motive les autorités ivoiriennes à se fixer de nouveaux objectifs, à savoir dépasser dans les 5 ans l'Inde, premier producteur mondial. En attendant d'y parvenir, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir égalé cette année ses meilleures récoltes de coton avec 400 000 tonnes, soit le double d'il y a 5 ans. Seul bémol, le café qui progresse moins vite, 100 à 120 000 tonnes, soit 4 fois moins que les récoltes de la fin des années 1990. Pour les spécialistes, tous ces chiffres traduisent l'impact direct de la politique agricole ivoirienne qui vise à moderniser l'agriculture nationale, à la rendre plus compétitive en donnant plus de revenus aux paysans. L'action de l'homme a entraîné de la disparition en 40 ans de plus de la moitié des animaux sauvages de la planète. Ce constat brutal est au cœur du rapport Planète Vivante 2014, publié cette semaine par l'organisation non gouvernementale WWF et intitulé « Le dernier état des lieux d'une terre exploitée ». Le Kenya, pays africain convoité pour le safari, risque également de voir diminuer le nombre de ses touristes car les lions qui font sa réputation pourront également disparaître si aucune mesure de protection n'est prise d'ici à là. Reportage. Le parc national de Nairobi. Ici vivent libres girafes, zèbres et lions. Mais c'est aussi là que Simon, un éleveur Maasai, élève son bétail. La semaine dernière, des lions ont tué une de ses vaches. Mes vaches sont allées à la rivière et alors qu'elles buvaient de l'eau, elles ont été attaquées par un lion et une est morte. C'est aux portes de Nairobi que hommes et vie sauvage se rencontrent et s'affrontent. L'année dernière, les voisins de Simon ont massacré 6 lions en une nuit. Personne n'a été arrêté. La viande empoisonnée, le braconnage, l'appropriation par l'homme de leur territoire ont mis en péril les lions du Kenya. La population des lions dans le pays décline. On avait environ 15 000 lions il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont moins de 2 000. On suspecte l'empoisonnement aux pesticides comme conséquence du conflit entre les hommes et le milieu sauvage. Donc ce sont ces représailles à cause du conflit entre l'homme et la nature qui conduisent la population des lions à son extinction. Les lions sont pourtant l'un des joyaux du tourisme au Kenya. Mais pour ceux qui voient leur bétail décimé, le tourisme ne rapporte rien. Et ils sont rarement compensés pour leurs pertes en cas d'attaque de l'animal. En tout, les lions auraient tué 1200 vaches, chèvres et moutons en 2012 dans cette région seulement. La clé est de trouver un bénéfice économique à la nature pour les gens des campagnes, pour qu'ils aient une raison de la protéger, de la chérir, de la valoriser. Tel que c'est, leur seule motivation, c'est de s'en débarrasser. Certaines méthodes, comme placer des lumières autour des enclos ou transformer des ranchs en réserves, se révèlent être très efficaces. Mais alors que la ville continue de s'étendre, il en faudra plus pour que ce symbole de l'Afrique puisse vivre en paix, non loin des hommes. Passeport dans cette édition, un autre numéro 7 du Real Madrid peut entrer au panthéon des buteurs. Son nom, Cristiano Ronaldo, qui a hérité du maillot de l'emblématique Raúl González, peut
le rejoindre dans la légende merengue ce mercredi contre Ludogorets si ce dernier arrive à égaler un record de buts inscrits en Ligue des Champions. Reportage. Ce début de saison est celui de tous les records pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais a marqué 10 fois en 6 journées de Liga, un total inédit depuis 60 ans dans le championnat espagnol. À la date du mercredi 1er octobre 2014, toutes compétitions confondues, Ronaldo compte déjà 13 buts en 9 matchs, dont un triplé contre le Deportivo La Corogne et un quadruplé contre Elche. Le double ballon d'or est dans la lignée de la saison dernière, lorsqu'il avait établi un nouveau record du nombre de buts marqués en une saison de Ligue des Champions, soit 17 réalisations. Désormais, il a en ligne de mire le record de Raúl González, ancien attaquant et capitaine emblématique du Real Madrid entre 1994 et 2010. Ronaldo compte 68 buts en Ligue des Champions, soit 3 de moins que le total de Raúl González, qui détient au compteur 71 buts. L'Argentin Lionel Messi est 3e de ce classement avec 67 buts. Du coup, le déplacement sur le terrain des modestes Bulgares de Ludogorets ce mercredi est peut-être le bon moment pour viser ce prestigieux record qui pourrait le rapprocher de Raúl dans le cœur des supporters merengues. Voilà qui met donc un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Mais avant de partir, cette pensée d'origine bamileke au Cameroun que je vous soumets à méditation qui dit « La calebasse d'un chanceux pousse toujours dans les broussailles ». La calebasse d'un chanceux pousse toujours dans les broussailles. Merci une fois encore de nous avoir suivis. L'information est en continu sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.